Mes parents ont toujours raconté à tout le monde que j'étais morte à la naissance, alors que ça fait 16 ans que je vis enfermée dans notre sous-sol insonorisé. Ils jurent que je suis maudite, sous prétexte que je suis née un 29 février et que je ne peux vivre qu'à cette date, une fois tous les 4 ans. À ma naissance, ils ont annoncé ma mort. Selon eux, je ne devrais exister qu'une seule journée tous les 4 ans, et pour les 1460 autres, je disparais dans cette pièce où ils me nourrissent comme un animal honteux à travers une trappe, sans jamais daigner me voir, à l'abri des regards. Leur version, c'est que s'ils laissaient quelqu'un m'apercevoir entre 2 anniversaires, la malédiction frapperait notre famille. Mais moi, je connais la vérité. Je suis l'enfant de l'erreur, le souvenir gênant d'une aventure, celle qu'on ne garde que le jour de l'année bissextile, la fille de trop qu'on tient loin de la lumière. Avant même de savoir marcher, ma pièce était mon univers. Un bébé du 29 février, avait lancé l'infirmière. Comme c'est rare, maman avait ce regard fou, et d'une voix étranglée, elle chuchotait. Elle n'existera que de temps en temps. C'est exactement ce qu'il fallait. Plus tard, j'ai appris qu'on lui avait diagnostiqué une schizophrénie, qu'elle refusait ses médicaments. Papa, déjà porté sur la bouteille, était tellement saoul ce jour-là qu'il a accepté n'importe quoi. Maman lui a déroulé son plan pendant qu'il hochait la tête et le bourbon suintait de sa peau. Tu comprends? Elle est maudite, ta fille. Mais il y a une solution. Seuls les bébés du 29 février n'existent qu'à cette date. Il suffit de la cacher. Ainsi, elle ne pourra pas transmettre la malédiction. En une semaine, la pièce était prête. Des plaques de mousse isolantes partout, une trappe sous la porte pour le plateau, une minuscule salle de bain attenante, une caméra dans un coin pour s'assurer que j'étais vivante sans avoir à me voir. Pas de fenêtre, pas d'interrupteur, juste une ampoule nue qu'ils allumaient 2 fois par jour pour les repas. J'ai appris à compter les jours en gravant des traits sur le mur. 1 à 461 entre chaque ouverture de porte, entre chaque moment où maman prenait un air presque normal pour murmurer « Aujourd'hui tu es réelle, ma chérie. Aujourd'hui tu existes. » Mes frères ne savaient rien de moi pendant des années. Mason et Luke, nés 13 mois plus tard, par un jour banal, sans le moindre risque. Eux, ils avaient des chambres à l'étage, des gâteaux tous les ans, des rires en cascade. Depuis ma cachette, je distinguais le bout de leurs pieds sous la porte. J'entendais leurs éclats devant des dessins animés dont je n'ai jamais vu la couleur. Maman leur répétait que le sous-sol était dangereux. Il y a de la moisissure toxique. Gare à vous, un souffle et vous êtes fichus. Mais bien sûr, les enfants n'écoutent pas toujours. Mason m'a découverte à 7 ans. J'en avais 8, mais seulement 2 anniversaires au compteur. Il avait poursuivi son ballon jusqu'au sous-sol, malgré les cris de maman. Collé à la trappe, il a croisé mon regard, écarquillé. « Il y a une fille là-dedans », a-t-il hurlé. Maman l'a tiré en arrière. La gifle a claqué dans toute la maison. « Ce n'est pas une fille », lui a-t-elle craché. « C'est un écho, un fantôme. Si tu la recroises, toute la famille mourra. » À force, elle a fini par croire à ses propres mensonges. Le pire, ce n'était pas la solitude. C'était d'entendre la vie sans moi, là-haut. Les chansons d'anniversaire, chants feutrés, pendant que j'attendais dans le noir, les réveils de Noël, le bruissement des paquets dans la pièce du dessus, les rares jours où maman prenait ses médicaments, elle cuisait des biscuits. Leur odeur remontait jusque dans mon recoin, pendant que je mâchais du riz froid, seule, face à la trappe. Papa, lui, a essayé une fois. On sentait à sa façon d'hésiter dans le couloir, bras ballants, qu'il avait quelque chose sur le cœur. « Linda », a-t-il bredouillé, « ce n'est pas normal. Après tout, c'est notre fille. » La voix de maman s'est faite coupante, comme un rasoir. « Ta fille? Tu veux que la malédiction nous tombe dessus? Que Mason et Luke crèvent parce que tu n'as pas les tripes de les protéger? » Je n'ai plus jamais entendu les pas de papa devant ma porte. J'ai appris à lire seule, avec les livres que maman balançait parfois dans la trappe, toujours sur les démons, la malédiction, les rituels. À 10 ans, je connaissais la schizophrénie mieux que certains médecins. Je savais prédire les cycles, le retour des voix qui lui faisaient tourner en rond au-dessus de ma tête, marmonnant que la malédiction s'insinuait dans le sol. Je sentais bien quand papa buvait plus que d'habitude. Quand elle allait mal, je comprenais que mes frères avaient appris à faire comme si je n'existais pas. 29 février 2020, 4e anniversaire. J'ai 12 ans, mais seulement 4 journées d'existence. Maman a ouvert la porte à la volée. La lumière du couloir m'a ébloui comme un animal qui ne connaît que l'obscurité. Elle avait accroché des serpentins, gonflé des ballons, posé un gâteau avec 4 bougies. « Aujourd'hui, tu es réelle », chantait-elle, débordante d'une énergie folle. Aujourd'hui, la malédiction s'endort. Mason et Luke étaient blottis derrière papa, muets de terreur devant le fantôme du sous-sol dont leur mère leur avait parlé toute leur vie. J'ai voulu leur parler, mais on oublie comment faire, à force de ne parler qu'une journée tous les 4 ans. « Salut », ai-je soufflé, la voix rauque. Luke s'est mis à pleurer. « Fais-la repartir », a-t-il imploré. Elle me fait peur. L'espoir que j'avais entretenu pendant 1461 jours s'est brisé net. Même le jour où j'existais, je n'étais pas réelle à leurs yeux. C'est à ce moment-là que les crises ont commencé. Peut-être à cause du noir, du manque ou du silence. Je me tordais sur le béton, la langue en sang. Maman me surveillait par la caméra, toujours à griffonner des notes. La malédiction résiste.
murmurait-elle. Papa, ces soirs-là, noyait sa détresse dans le bourbon. J'ai fini par glisser des messages sous la porte, gribouillés sur de vieux cartons raclés par mes ongles. Aidez-moi, je meurs, je ne vous porterai pas malheur. Mason en a trouvé un. Je l'ai entendu déchiffrer, hésitant. Puis, le pas de maman, ses cris, le déclic du briquet, elle les a tous brûlés, prétendant que les démons cherchèrent à piéger les petits. Un jour, les services sociaux sont venus. Quelqu'un avait signalé des hurlements. Maman, toute sourire sous calmant, a fait visiter la maison, la porte du sous-sol repeinte, tapissée, masquée derrière une bibliothèque. Nous, c'est juste nous deux et les garçons, chantonnait-elle. L'assistante sociale a noté famille modèle, maison impeccable, enfants sans problème. Plus personne n'a jamais pris de leurs nouvelles. 28 février 2024, demain marquera mon 5e anniversaire. 16 ans, 5 anniversaires seulement. J'entendais maman tourner en rond dans la maison, oublier ses médicaments, répéter inlassablement la malédiction et ses histoires de bébés démoniaques nés un 29 février. Puis, soudain, le bruit que j'avais espéré entendre pendant 5843 jours, une clé qui tourne dans la serrure. Mason l'avait prise en cachette dans la boîte à bijoux de maman. Quand la porte s'est enfin ouverte, je me suis effondrée dans le couloir, incapable de tenir debout. Mason avait blêmi, serrant la clé dans sa main comme si elle allait lui brûler les doigts. Mes jambes se sont dérobées sous moi. Je me suis agrippée à l'encadrement de la porte, mes muscles protestant violemment après tant d'années d'inaction. Le couloir s'étirait devant moi, interminable. La moquette douce sous mes pieds nus, après une vie passée à marcher sur du béton glacé. Tu arrives à marcher, chuchota Mason, tout en jetant des coups d'œil anxieux vers l'escalier. Les pas de maman se sont interrompus brusquement. Ce silence soudain était bien plus angoissant que ses habituels marmonnements. J'ai voulu parler, mais ma gorge brûlait trop. J'ai simplement avancé, tremblante, m'autorisant chaque pas comme une victoire. Mes genoux flageolaient comme ceux d'un veau qui vient de naître. Mason a d'abord voulu m'aider, puis s'est ravisé, toujours terrifié à l'idée de briser la malédiction. La maison n'avait rien à voir avec ce que j'avais pu imaginer. Toutes ces années à écouter la vie d'en haut, j'avais inventé chaque détail. La réalité était plus étroite, plus triste. Des photos de famille tapissaient les murs, chaque photo montrant 3 enfants souriants, jamais 4. La 4e n'avait vécu jusqu'ici que derrière une porte verrouillée, effacée de l'histoire officielle. Une porte a grincé à l'étage. Mason, paniqué, m'a poussé vers la cuisine. « Cache-toi !» souffla-t-il. Elle arrive. J'ai titubé derrière le réfrigérateur, tout juste à temps pour entendre les pas de maman résonner dans l'escalier. Mon cœur battait si fort que j'étais certaine qu'elle pouvait l'entendre de l'autre bout de la maison. Par la petite ouverture entre le frigo et le mur, je l'ai vue descendre, les cheveux ébouriffés, sa vieille chemise de nuit marbrée de taches de café. Mason, sa voix avait cette dureté qui trahissait le retour de ses voix intérieures. « Qu'est-ce que tu fais debout ? Je prends de l'eau, répondit-il, s'arrangeant pour cacher l'accès à la cuisine. Maman plissa les yeux, puis le repoussa d'un geste sec, narines dilatées comme si elle flairait ma présence. Il y a quelque chose qui cloche. L'équilibre est rompu. La malédiction s'agite. Elle alla droit vers la porte de la cave. Tout mon corps s'est tendu. D'une seconde à l'autre, elle allait découvrir la pièce vide, la porte grande ouverte, le prisonnier envolé. Mason la suivait, les mains tremblantes. Quand elle a vu la cave déserte, son cri a résonné jusqu'aux vitres. Non, 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 non. Elle s'est retournée furieuse vers Mason et l'a agrippé par les épaules. « Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? » « Rien. Je n'ai rien fait, La malédiction va t'emporter. Elle nous emportera tous. » Elle le secoua si fort que sa tête est partie en arrière. Où est-elle ? Où est le démon ? Les pas lourds de papa ont résonné dans l'escalier. « Linda, c'est quoi ce cirque ? Qu'est-ce qu'il se passe encore ?» Elle s'est échappée. Ce truc-là n'est plus là. On est tous fichus. Je me suis ratatinée un peu plus derrière le frigo, surveillant papa qui essayait de comprendre la scène, les yeux rouges allant de la porte de la cave béante au visage blême de Mason, puis à la détresse furieuse de maman. Un instant, j'ai cru qu'il allait enfin intervenir. Mais non, il s'est contenté de saisir la bouteille de bourbon traînant sur le comptoir. Il faut la retrouver. Maman relâcha Mason, se mit à arpenter la cuisine de long en large. Avant minuit, avant que l'année bissextile ne commence. Si elle est libre le jour de son anniversaire, la malédiction ne pourra plus jamais être arrêtée. « Maman, s'il te plaît !» La voix de Mason s'est brisée. « Ce n'est pas un démon, c'est juste... » La gifle a claqué dans la cuisine, coupant net toute tentative d'explication. Ne l'appelle jamais elle. Ce n'est pas une personne, c'est une chose. Une malédiction, une erreur qui n'aurait jamais dû survivre. Je me suis mordu la main pour ne pas hurler. Chaque mot me blessait plus fort que la solitude n'avait jamais su le faire. Au moins, enfermé à la cave, je pouvais encore m'imaginer qu'il m'aimait un peu, malgré tout. Que c'était la peur qui les guidait, pas la haine pure et simple. Maman s'empara d'une lampe torche dans un tiroir, fouillait partout. Le grenier, le garage, le cabanon. Elle ne doit pas être bien loin. Vu sa pâleur et sa faiblesse, elle ne dépassera même pas la clôture. C'était bien vu.
plus. Monter l'escalier m'avait déjà semblé insurmontable. 16 ans d'obscurité et de faim ne m'avaient pas laissé une grande force. Mais moi, j'avais un avantage. 16 ans à écouter, à observer, à préparer mon tour. Je connaissais les moindres manies de maman, souvent mieux qu'elle-même. Papa but une nouvelle gorgée de bourbon et tituba en direction de la porte de derrière. Je vais voir dans la cabane. Emmène Luc avec toi, ordonna maman. Il a besoin d'apprendre. Voilà ce qui arrive quand on baisse la garde. Linda, le garçon dort. Va le chercher. Papa remonta les marches à contre-cœur pendant que maman, fébrile, fouillait la maison de fond en comble, renversant tout sur son passage. Mason, lui, restait figé au milieu de ce tohu-bohu, le visage ravagé par la culpabilité. Je me demandais pourquoi maman était si capable de passer d'un « elle » glacial à des surnoms affectueux le jour de l'anniversaire. Il y avait quelque chose d'étrange dans sa façon de décorer la maison de guirlandes, puis l'instant d'après, de tout brûler avec des phrases absurdes. Qu'est-ce qui pouvait expliquer de tels accès de folie, au-delà de la maladie? Dès qu'elle eut disparu dans la buanderie, Mason se précipita vers le frigo. « Monte !» souffla-t-il à travers la fissure. « Ma chambre. Deuxième porte à gauche. Cache-toi sous le lit. » Je secouai la tête. L'escalier me semblait infranchissable dans mon état. « Il faut y aller. Elle va fouiller ici. C'est sûr. » Il avait raison. La recherche de maman suivait un rituel précis. Cuisine, salon, salle à manger, puis retour en cuisine. J'avais à peine 3 minutes devant moi. Je me suis extirpée de ma cachette. Chaque pas était un calvaire, comme marcher dans de la boue. L'escalier m'attendait, avec ses 15 marches, soit vers la liberté, soit vers la catastrophe. Agrippée à la rampe, je montais marche après marche, dans un effort presque surhumain. À mi-chemin, j'ai entendu papa tirer Luc du lit, encore tout endormi. « Pourquoi tu veux que je cherche des fantômes? Fais ce que te dit ta mère. » Mais ça n'existe pas, les « Luc !» La voix de maman l'a fait taire immédiatement. C'est très sérieux. Il s'est échappé de la cave, ce qui vit en bas. Si tu la croises, ne la regarde pas dans les yeux. N'écoute pas ses mensonges. Appelle-moi tout de suite. Ma main glissait sur la rampe. Mon petit frère devenait chasseur, et moi, la proie. J'ai atteint le palier pile au moment où tout le monde sortait pour commencer les recherches dehors. Le couloir s'étalait devant moi, 4 portes fermées, autant de questions et de secrets. À quel frère appartenait chaque chambre? À quoi ressemblait une chambre ordinaire? Deuxième porte à gauche, c'était celle de Mason. J'entrais et faillis fondre en larmes. Les murs disparaissaient sous les posters, un ordinateur trônait sur le bureau et des étagères débordantes de livres encadraient la pièce. Tout ce dont j'avais pu rêver, concentré dans cet espace lumineux. Mais je ne pouvais pas m'attarder. Les pas de maman résonnaient de nouveau dans la maison. Sous le lit, un monde d'objets oubliés, moutons de poussière, chaussettes solitaires, devoirs froissés. Je me faufilai entre 2 caisses de jouets fatigués, priant pour devenir invisible. La porte claqua, la lumière balaya la chambre comme un projecteur. « Je sais que tu es là », chantonna-t-elle, d'une voix trop douce, celle qu'elle réservait à ses pires moments. Je sens la malédiction. 16 ans d'humidité de cave. Le faisceau frôla mon visage. Je me fis minuscule, collé au sol, retenant mon souffle. Une araignée me traversa la main, mais je n'osais pas broncher. Mason a failli. Il a laissé les démons lui souffler des sottises dans la tête. Mais je vais arranger ça. Je vais tout arranger. Comme j'ai remis ton père en état quand il a voulu flancher. Elle vérifia la fenêtre, testa le verrou. Tu te crois maligne? Tu gribouilles tes petits mots minables parce que tu as appris à lire. Mais tu n'es rien. Une erreur! La malédiction fait cher. Et demain, pour ton anniversaire, je veillerai à ce que tu ne sois plus jamais un danger pour mes vrais enfants. Sa lampe passa sous le lit. Je fermai les yeux aussi fort que possible, attendant le pire. Mais c'est la voix de Mason qui retentit d'en bas. « Maman, viens voir! J'ai trouvé quelque chose dans le garage !» Elle fila sans se retourner, me laissant pétrifiée dans le noir. Pourtant, je savais que ce n'était qu'une question de temps. Elle ne s'arrêterait pas avant de m'avoir retrouvée. Ce qui arriverait alors, je préférais ne pas y penser. Pas encore. Le temps s'écoula, minutes ou heures, impossible à dire. Le temps perdait toute logique, loin de ma cellule du sous-sol. L'épuisement finit par m'emporter. Dormir sur du béton m'avait appris à fermer les yeux n'importe où, n'importe quand. J'émergeais avec les premiers rayons du soleil filtrant à travers la fenêtre de Mason, ma première aube. Tout baignait dans une lumière dorée, sublime et terrifiante à la fois. J'avais raté 5844 levées de soleil, prisonnière alors que la vie continuait sans moi. Du rez-de-chaussée montèrent des voix, les voix du petit déjeuner, banales, brisées par l'inquiétude. À table, la famille partageait un semblant de matinée pendant que maman ourdissait sa traque. J'avais le ventre tordu de faim. Quand avais-je mangé pour la dernière fois? 2 jours, 3 peut-être? Depuis quelque temps, la trappe restait souvent vide. C'était sa façon de m'affaiblir avant l'anniversaire. Je devais réagir, trouver de quoi manger, boire, un abri plus sûr. Mais mon corps ne répondait plus. Chaque mouvement était une épreuve, ne serait-ce que pour grimper les marches. Comment les autres faisaient-ils pour marcher comme si de rien n'était? La porte s'ouvrit. Je me figeai, prête à ramper de nouveau sous le lit. « C'est moi », souffla Mason. Agenouillé, il repéra ma cachette. « Ça va ?» J'acquiesçai, trop effrayée pour ouvrir la bouche. Maman veut qu'on recommence les recherches après le petit déjeuner. Si on ne te retrouve pas avant minuit, elle dit qu'on sera maudit à jamais. Il glissa vers moi une barre de céréales et une bouteille d'eau. « Je suis désolée pour tout ça. J'aurais dû te laisser sortir
sortir il y a longtemps déjà. Je saisis la nourriture avec des mains fébriles, m'efforçant de ne pas me jeter dessus comme une sauvageonne. C'était un festin. Doux, croustillant, tout un monde de saveurs inconnues. Elle devient de plus en plus folle, murmura-t-il. Papa est déjà ivre-mort alors qu'il n'est même pas 9 heures. Luc est tellement terrorisé qu'il n'ose plus monter tout seul. Il prit le temps de me dévisager à la lumière tamisée. Tu lui ressembles beaucoup à maman, avant que tout ça ne la ronge. J'aurais voulu l'assaillir de questions. À quoi ressemblait-elle avant? Parlait-elle un jour de moi? Quelqu'un avait-il jamais cherché à comprendre les hurlements du sous-sol? Mais des bruits dans l'escalier interrompirent notre échange. Mason se releva précipitamment, repoussant d'un coup de pied une chemise sale pour mieux camoufler l'ouverture sous le lit. Ne bouge pas, je vais essayer de détourner leur attention. La porte s'ouvrit. Maman entra, cheveux plaqués en queue de cheval, regard scrutateur. Tu parles à quelqu'un, Mason? Non, je me parlais à moi-même. Elle s'avança, flairant l'air. Je la sens, l'odeur du sous-sol. Il ou elle est passé par ici. Maman, arrête s'il te plaît, arrête de mentir. Elle saisit son bras, y laissant la marque de ses ongles. Tu l'as libéré. Tu as laissé la malédiction envahir notre maison. Tu veux voir ton frère mourir, c'est ça? Tu veux qu'on paie tous? Ce n'est pas une malédiction. Mason se dégagea. C'est ma sœur, ta fille. La gifle partit, sèche, le rejetant contre son bureau. Je n'ai pas de fille. Cette chose est un parasite, un démon sous l'apparence d'un enfant. Et si tu refuses de voir la vérité, c'est toi aussi qui es contaminé. Elle sortit, la porte claquant derrière elle. Mason resta là, main sur la joue, les larmes glissant sur sa peau. Je brûlais de le consoler, de lui dire qu'il n'y était pour rien. Mais nous savions tous les deux que le moindre mouvement m'était interdit. La journée s'étira, rythmée par les cris et la panique, la voix de maman grimpant dans l'hystérie, tandis que celle de papa s'éteignait avec l'alcool. Luc ne cessait de pleurer, réclamant qu'on lui explique pourquoi on poursuivait les fantômes. Je rampais hors de ma planque quand la nuit tomba. Mes jambes étaient raidies d'être restées recroquevillées, chaque pas me déchirant. La maison ne résonnait plus que du ronflement de papa et du bourdonnement de la télé. Sans doute que maman se repassait ses émissions sur les démons et la guerre des esprits, histoire de nourrir ses peurs. La porte de Mason grinça tout doucement. Il me fit signe de le suivre, direction la salle de bain. J'avançai en boitant, me tenant au mur. Il ouvrit le robinet à fond, étouffant nos voix, puis me montra un sac caché derrière les toilettes. Des vêtements, une lampe de poche, un peu d'argent, quelques barres de céréales en plus. Pendant que j'enfilais à toute vitesse un jean trop large et un vieux sweat, il m'expliqua son plan. Il détournerait l'attention au matin pour me permettre de filer par la porte de derrière. L'arrêt de bus n'était qu'à 3 rues. Il avait piqué assez d'argent dans le portefeuille de papa pour se payer un billet pour n'importe où. Je secouais la tête. Partir, c'était les laisser tomber, lui et Luc, face à la tempête que maman allait déclencher. Elle allait les accuser, les blesser, et sans moi pour canaliser sa rage, l'histoire de la malédiction la consumerait tout à fait. Mason prétendait que c'était notre seule option, mais la peur qui brillait dans ses yeux trahissait bien qu'il savait ce qui l'attendait pour m'avoir aidé. On perçut alors des pas dans le couloir. Maman faisait sa tournée de minuit, vérifiait les verrous, semait du sel sur le seuil, marmonnait ses prières de protection. Mason me poussa dans la baignoire et tira nerveusement le rideau de douche, juste à temps. La porte s'ouvrit, laissant apparaître maman, titubante, le regard perdu. Elle fixa Mason longuement, puis repartit. Il fallut attendre le claquement de la porte de sa chambre pour que j'ose sortir de la baignoire. Mason me tendit le sac, mais je l'écartai. Non, pas maintenant. Tant que je n'étais pas certaine qu'il ne risquait rien, je ne partirais pas. Au matin, ce fut le chaos. Maman n'avait presque pas dormi, ses cheveux poissèrent de sueur, ses ongles saignaient à force d'avoir griffé sa peau en répétant que la malédiction avait envoyé des insectes invisibles. Elle obligea papa et les garçons à refaire toute la maison pièce par pièce, pendant qu'elle faisait brûler de la sauge dont la fumée envahissait chaque recoin. J'étais cachée sous les toits, là où Mason m'avait montré, et j'observais maman, à travers les fentes du plancher, perdre la tête un peu plus à chaque minute. Elle accusa papa de me cacher, explosa ses bouteilles de bourbon contre les murs, attrapa Luc et le secoua jusqu'à ce qu'il avoue avoir vu une ombre bouger. C'est juste mon imagination, sanglotait-il. Mais maman y voyait la preuve irréfutable que j'étais encore là, cachée. Elle ravagea la chambre de Mason, convaincue qu'il me protégeait. Elle arracha les affiches, retourna les tiroirs, éventra le matelas à coups de couteau. Mason essaya de l'arrêter et elle le gifla si fort qu'il s'écroula contre la bibliothèque, les livres dégringolant sur lui pendant qu'elle hurlait sur les complices des démons, la contagion et toutes ses lubies. Papa finit par intervenir, lui agrippant les poignets pour l'empêcher de lever encore le couteau. Elle se retourna contre lui cracha au visage qu'il avait tout provoqué en me concevant avec une autre. Et voilà, la vérité éclatait enfin. J'avais toujours cru être leur fille, juste née de travers, mais dans son délire, maman déballait tout. L'infidélité de papa, l'autre femme morte en accouchant, le bébé ramené à la maison en titubant, et l'épouse malade, contrainte de couvrir sa honte. Après cette révélation, papa replongea dans la bouteille. Maman s'effondra sur le lit ravagé de Mason, s'arrachant les cheveux en pleurant. Luc s'était recroquevillé dans un coin. Mason, au milieu de ses affaires détruites,
restait prostrée, le regard vide. Tout ça, c'était à cause de moi. Le simple fait d'exister avait suffi à tout gâcher. Cette nuit-là, j'ai pris ma décision. Si je restais cachée, maman finirait par tous les détruire en me cherchant. Si je fuyais, elle leur ferait payer mon absence. Vraiment, maman mérite la palme de la mère de l'année avec ses talents de chasseuse de malédictions. On se croirait dans un mauvais film d'horreur. La fille transformée en monstre, le petit dernier en chasseur de fantômes. Pourtant, si elle me retrouvait, si elle pouvait enfin faire son rituel pour casser la malédiction, elle finirait peut-être par se calmer. Peut-être pourrait-il enfin respirer. Je suis descendue du grenier sur la pointe des pieds, alors que tout le monde dormait. Mes jambes tenaient un peu mieux après 2 jours à me déplacer, même si les escaliers étaient encore difficiles. Je comptais aller à la cuisine, prendre quelque chose à manger et attendre le matin pour me montrer, prouver à maman qu'elle avait raison, que la malédiction me poussait à lui voler de la nourriture. Mais elle était déjà là, assise, seule, dans le noir, à la table de la cuisine. Elle n'a pas bougé quand je suis entrée, pas même levé les yeux. Je suis restée, figée dans l'embrasure, prête à entendre son cri. Mais non, elle parla d'une voix étrangement calme, celle qu'elle prenait quand son traitement semblait marcher. Elle me demanda si j'avais faim, si je voulais du lait et des biscuits comme elle en préparait pour Mason et Luke. Cette façade de normalité me terrifiait presque plus que ses crises. J'ai avancé tout doucement, prête à détaler à la moindre alerte, mais elle a juste poussé une assiette vers moi, versé du lait dans un verre. On n'a pratiquement rien dit. Elle me regardait, les yeux tristes, presque clairs. Elle m'a confié qu'elle savait que je n'étais pas vraiment un démon. Les voix mentent parfois, disait-elle, mais je restais dangereuse, toujours maudite. Ce n'était pas de ma faute, ajouta-t-elle, mais celle de papa. Son péché m'avait marquée, m'avait rendue différente. La seule façon de protéger Mason et Luke était de m'enfermer. Elle regrettait pour la cave, mais quel autre choix avait-elle? J'avais envie de protester, de la raisonner, mais je connaissais trop bien ce calme, la paix trompeuse juste avant que sa tête ne parte de nouveau en vrille. Si je jouais le jeu, peut-être se contenterait-elle de me renvoyer en bas sans s'en prendre aux autres. J'ai acquiescé, j'ai dit que je comprenais. Oui, je redescendrais. Oui, je resterais tranquille. Oui, je savais qu'elle voulait juste protéger tout le monde. Maman a souri, a tendu la main et m'a touché la joue. Sa paume était glaciale. Demain, c'est ton anniversaire, m'a-t-elle dit. Ton 5e vrai anniversaire. Tous les 5 ans, il se passe toujours quelque chose d'important. La malédiction atteindrait alors son sommet, mais aussi son point faible. Elle avait prévu de tout régler, me purifier, pour que je puisse vivre à l'étage, comme une vraie fille. J'avais des frissons. J'ai demandé quel genre de plan elle avait. Son sourire s'est élargi. Elle avait lu, elle s'était renseignée. Il existe des méthodes pour rompre les malédictions, des rituels anciens, du sang. Ça fera mal, mais ce sera très court. Après, tu seras libre et nous pourrons redevenir une vraie famille. Je me suis dégagée brusquement. Dans ses yeux, j'ai vu passer un éclair de folie, vite remplacé par sa fausse sérénité. Tu as peur, c'est normal. Mais tu ne veux pas être comme les autres? Tu veux arrêter de faire du mal à ceux que tu aimes, non? Demain, à minuit, quand le 29 février commencera, je te sauverai. Je vous sauverai tous. Elle s'est levée, m'a montré la porte de la cave. Il est temps d'y retourner, a-t-elle dit. Encore un jour. Tu peux tenir encore un jour, n'est-ce pas? Pour Mason et Luke, je savais qu'essayer de fuir la ferait exploser pour de bon. Alors j'ai marché vers la cave, chaque pas un peu plus lourd que le précédent. Maman marchait juste derrière moi, fredonnant une berceuse que j'avais souvent entendue résonner à travers les conduits d'aération. La porte était grande ouverte, comme si elle m'attendait, et l'obscurité du sous-sol semblait respirer, vivante. Arrivée en haut des marches, je me suis retournée. Maman tenait un marteau, sorti de nulle part pendant que j'avais tourné la tête. Ce n'est pas pour te faire du mal, m'assura-t-elle. C'est juste pour réparer la serrure que papa avait cassée. C'est pour te protéger jusqu'à demain soir. Tu es ma fille unique, mon bébé bissextile. Demain, tout ira mieux, tu verras. Je me suis laissée glisser dans l'ombre familière. La porte a claqué sèchement derrière moi et j'ai entendu le martèlement des coups qui fixèrent les planches, bloquant tout, plus de trappes pour la nourriture, plus d'interrupteurs, juste la nuit complète, jusqu'à ce qu'elle revienne pour son étrange rituel. Elle murmurait souvent des histoires de méthodes ancestrales, de rituels sanglants, mais j'avais changé. Je n'étais plus la fille d'avant, celle qui avait survécu 16 ans dans cette obscurité. Il a suffi de 2 jours dehors pour que tout bascule. Mes yeux avaient rencontré la lumière du jour, mes jambes avaient gravi des escaliers, j'avais trouvé un soupçon d'espoir. Hors de question d'attendre docilement que maman donne libre cours à sa folie. Dans la cave, il y avait une petite fenêtre, peinte en noir et barrée de planches. Je ne l'avais jamais forcée, m'étant résignée à ma prison. Mais cette fois, j'ai attaqué les planches à coups de couvercle de chasse d'eau, poussée par le désespoir. Le bois volait en éclats. Mes mains saignaient déjà, mais je continuais sans relâche.
Au-dessus, maman chantait si fort que l'on aurait cru qu'elle voulait étouffer le bruit. Ou peut-être espérait-elle vraiment que je réussisse à m'enfuir. Je me suis demandé si, dans son esprit malade, tout cela n'était pas prévu. Laisser la malédiction filer, pour ensuite la pourchasser. Peu m'importait, je voulais juste sortir. La première planche a craqué, laissant passer un mince rayon de lune. La première lumière naturelle a pénétré ici depuis 16 ans. Malgré la douleur dans mes mains, j'ai continué, et une deuxième planche a cédé. L'ouverture restait étroite, mais comme j'étais maigre à force d'années de sous-alimentation, ça devait passer. J'ai entendu des voix, des pas, plusieurs personnes. Maman avait réveillé tout le monde et leur expliquait son plan pour le lendemain. Mason s'est mis à protester, mais un bruit de gifle l'a fait taire. Papa lançait des paroles confuses pour calmer la situation, tandis que Luke pleurait. Il ne restait qu'une dernière planche. J'ai rassemblé toutes mes forces et me suis jetée dessus, la sentant plier, puis résister. Au-dessus, des bruits de pas approchaient hors de la porte de la cave. Maman venait vérifier que sa victime était toujours là. Dans un sursaut désespéré, j'ai fait céder la planche et je me suis glissée à travers l'ouverture, la peau écorchée par le bois et les tessons de verre. De l'autre côté, le jardin s'étendait, étrange et inquiétant. Je n'étais jamais sortie de nuit, jamais senti l'herbe sous mes pieds, jamais goûté à la caresse du vent sur mon visage. Derrière moi, la porte du sous-sol trembla. Le cri de rage de maman résonna dans la maison lorsqu'elle découvrit que j'avais disparu. J'ai commencé à courir. Enfin, j'ai essayé. Après 10 pas, mes jambes m'ont lâché et j'ai rampé jusqu'à la clôture. La porte arrière a explosé dans un fracas. Maman est apparue, silhouette spectrale dans la lumière, les cheveux en bataille, la chemise de nuit flottant. Elle tenait quelque chose à la main, le couteau de Mason. Pourtant, elle n'a pas couru vers moi. Au lieu de cela, elle m'a appelé d'une voix douce, me suppliant de revenir. Le rituel ne marchera pas si tu as peur. Fais-moi confiance. Je suis ta mère, je t'aime. J'ai atteint la clôture et tenté de l'escalader, mes bras trop faibles pour me hisser correctement. Maman avançait dans l'herbe, répétant qu'il s'agissait de malédiction, d'amour, de sacrifices difficiles, du 29 février, de la magie des années bissextiles. Mason est apparu derrière elle sur le seuil, a vu le couteau et s'est précipité dans le jardin. Maman s'est tournée vers lui et a levé la lame. Pas vers lui, mais contre sa propre gorge. Elle a posé la pointe contre sa peau. Si tu ne reviens pas, je prendrai ta place. La malédiction a besoin de sang. Si ce n'est pas le tien, ce sera le mien. Et après moi, ce sera Mason, puis Luke, puis papa, jusqu'à ce que la dette soit payée. J'ai lâché la clôture et fait face à maman. Mason s'était figé, les mains levées, cherchant à l'approcher comme une bête sauvage, ce qui n'était pas loin de la réalité. Papa est sorti en titubant, bouteille de bourbon à la main, tentant de comprendre ce qui se passait, Luke se tenant caché derrière lui, pétrifié. Maman avait ce sourire pour moi, tendre et douloureux, son étrange petite fille, son bébé bissextile. « Viens, entre à la maison », a-t-elle dit. « Laisse-moi arranger les choses. Un tout petit rituel et on sera enfin une famille normale. Je reprendrai mes médicaments. Papa arrêtera de boire. Les garçons retrouveront leur sœur. Il te suffit de me faire confiance. » J'ai avancé d'un pas, puis d'un autre. Mason secouait désespérément la tête. Mais quelle autre solution avais-je? La main de maman ne tremblait pas. Elle était décidée à aller au bout, animée par les voix dans sa tête. Mais en m'approchant, j'ai vu passer dans son regard autre chose que de la folie. Une peur viscérale. Pas celle d'un monstre ou d'une malédiction, mais la peur de ce que je représentais. La preuve vivante de la trahison de papa, de son échec en tant qu'épouse. Le rappel cruel que sa famille parfaite n'était qu'un mythe. Je me suis arrêtée juste hors de sa portée. Son sourire s'est fissuré. Elle a appuyé plus fort le couteau. Une goutte de sang perla sur sa gorge. « Dernière chance », a-t-elle murmuré. « Viens de toi-même ou regarde-moi mourir. Regarde-les tous mourir. » La malédiction risquait d'emporter tous ceux que j'avais voulu protéger. C'est là que Luke a fait un geste inattendu. Il a contourné papa, puis Mason, et s'est approché de maman. Il a glissé sa petite main dans la sienne. « Elle ne fait plus peur », a-t-il chuchoté à maman. « Avant, je croyais, mais je me suis trompée. C'est juste une fille, ma sœur. On peut la garder ?» Maman l'a regardé, le doute remplaçant la certitude. Son couteau a vacillé. Luke a continué, de sa voix frêle, à lui parler de la solitude que j'avais dû ressentir, de mon courage, du fait qu'il voulait me présenter ses jouets et ses jeux, qu'on pouvait tous vivre ensemble désormais. Le couteau a fini par tomber de la main de maman. Elle s'est effondrée à genoux, a serré Luke contre elle en sanglotant. La folie l'a quitté d'un coup, comme une fièvre qui retombe, la laissant brisée, désorientée. Papa a enfin réagi, en voyant valser le couteau d'un coup de pied avant de venir l'aider à se relever. Mason a couru vers moi, il a posé sa veste sur mes épaules. Nous sommes restés là, dans l'herbe, sous la lune, une famille abîmée mais réunie. Maman se cramponnait à papa et Luke en murmurant des excuses qui n'avaient plus aucun sens. Je me suis appuyée sur Mason, trop faible pour rester debout toute seule. Personne n'a osé parler du lendemain, de mon anniversaire, ni de ce qui nous attendait. Papa a soutenu maman jusqu'à la maison pendant que Luke lui tenait la main, et Mason m'a pratiquement portée
lutté tout le long pour ne pas me laisser tomber. La maison semblait avoir changé, toujours aussi étouffante, mais quelque chose s'était fissuré. Les secrets s'y échappaient, comme une blessure qui saigne. Maman s'était installée à la table de la cuisine, là même où elle m'avait encore donné des biscuits plus tôt. Papa a versé ses médicaments dans sa paume et a veillé à ce qu'elle prenne chaque comprimé, sans quitter son regard du sien. Elle n'arrêtait pas de me fixer, stupéfaite, comme si elle me découvrait tout à coup. Je n'étais plus une malédiction, ni un monstre, juste une fille cabossée qui lui devait, en partie, d'être ainsi. Mason s'est efforcé de préparer des sandwichs, mais personne n'y toucha. Luc est descendu avec une de ses peluches qu'il a déposée sur mes genoux, un petit geste qui voulait tout dire dans ce chaos. Papa a ouvert une bouteille, l'a reposée sans en boire une goutte. On est resté là, sans un mot, à écouter le tic-tac de l'horloge qui approchait minuit. Encore un 29 février, mon vrai anniversaire, le 5e seulement. C'est maman qui a brisé le silence, la gorge encore nouée par les sanglots. Elle m'a demandé comment je m'appelais, elle, qui ne m'avait jamais donné de prénom en 16 ans. J'étais toujours ça, la chose, la malédiction. Je n'avais pas de réponse, évidemment. Comment se donner un nom quand on n'a jamais existé aux yeux de sa propre mère? Mason a proposé qu'on y réfléchisse à tête reposée, le lendemain. Voir maman, calme grâce aux médicaments, tendre la main pour offrir des biscuits et, dans la foulée, parler de rituels sanglants pour lever les sorts. C'était un mélange déconcertant entre la normalité et la folie, et je ne savais jamais à quoi m'attendre vraiment avec elle. Cette nuit-là, alors que minuit sonnait, maman hochait la tête, déjà adoucie par les cachets. Papa approuvait, sa voix pâteuse mais sincère. Luc a annoncé qu'il avait un livre de prénoms dans sa chambre. Minuit a sonné, le 29 février a commencé, et moi, j'attendais que maman relance ses histoires de sortilèges, mais elle est restée silencieuse, fixant ses mains devant elle. Les voix sont calmes, a-t-elle soufflé. Pour la première fois depuis des années, je n'entends plus rien. On était restés éveillés jusqu'à l'aube, sans vraiment oser parler, simplement présents les uns avec les autres. Une famille qui tentait maladroitement de se retrouver. Quand les premiers restes de soleil sont entrés, ils nous ont trouvés endormis autour de la table, tous serrés les uns contre les autres, maman la tête sur l'épaule de papa, Luc blotti sur ses genoux, Mason et moi appuyés côte à côte. C'est l'odeur des crêpes qui m'a réveillée. Papa s'était mis au fourneau, à jeun pour une fois, cherchant à se souvenir comment on fait. Maman était restée assise là, mais ses yeux paraissaient différents. Elle me regardait comme si j'étais un miracle. Enfin, plus comme une malédiction. Luc est arrivé en trombe avec son fameux livre de prénoms, les pages pleines de post-it. Emma, a-t-il suggéré, ou Sophie, ou Lily. De jolis prénoms de sœurs, a-t-il glissé, et le mot « sœur » a fait tressaillir maman sans qu'elle ne le corrige. Mason a descendu un carton de vêtements trouvé parmi les dons du garage, des vrais habits à ma taille, à peu près. Il m'a accompagnée jusque dans la salle de bain et est resté devant la porte pendant que je prenais ma première douche. Sous l'eau chaude, j'avais l'impression de renaître, le savon sentait la liberté et la nouveauté. De retour dans la cuisine, maman avait dressé la table pour 5, une place m'attendait, à sa table, chez elle. On s'est installé pour les crêpes, dans un silence un peu fragile, papa surveillait les tasses de café, Luc parlait d'école, de ses copains, de ce que j'imaginais être une vie normale. Mason, lui, restait aux aguets, craignant une rechute de maman qui, de temps en temps, me lançait des regards pleins d'incertitude, comme si elle cherchait à me comprendre. Après le petit déjeuner, elle m'a demandé si je voulais voir mon acte de naissance. Le vrai, pas le certificat de décès qu'ils avaient redemandé. Elle avait caché ce papier pendant toutes ces années, la preuve tangible que j'existais, même quand elle refusait de le reconnaître. Elle est revenue de sa chambre avec une petite boîte, les mains tremblantes. Dedans, je trouvais des papiers, des photos, un bracelet d'hôpital, des souvenirs de ma toute première journée avant que je ne me retrouve oubliée au sous-sol. Sur l'acte de naissance figurait un prénom que je ne connaissais pas, Grace. C'est comme ça que ma mère biologique m'avait appelée, avant de mourir, avant que papa ne me ramène ici. Maman a caressé le papier du bout des doigts. Grace, c'est joli, c'est fort, tu pourrais peut-être le garder, on pourrait tout recommencer. Elle a cherché l'approbation de papa du regard, il a hoché la tête. Mason a glissé sa main dans la mienne sous la table. Grace, ça veut dire que tu es gracieuse? A demandé Luc. Parce que tu marches bizarrement. Sa question nous a tous fait rire. Un rire timide mais sincère. Maman a souri, et j'ai cru voir, l'espace d'un instant, la mère qu'elle aurait pu être sans la maladie, celle qu'elle pourrait peut-être redevenir. La journée a filé d'une drôle de manière. Maman prenait ses médicaments régulièrement, papa n'approchait pas l'alcool, mes frères m'apprenaient les bases. L'ordinateur, les jeux vidéo, existaient ailleurs qu'au sous-sol. Je reprenais des forces de minute en minute, mais quand la nuit est tombée, j'ai senti maman s'agiter à nouveau. Les voix recommencent à chuchoter, me disait-elle. Elle me répète qu'il y a des menaces, des malédictions. Plus la soirée avançait, plus son regard devenait inquiet, comme si ses médicaments perdaient la bataille face à ses démons de 16 ans. C'est papa qui l'a vu replonger le premier. Il a essayé de la convaincre d'aller s'allonger, de prendre un cachet de plus, mais elle s'est braquée. Le 29 s'achève. Demain,
tu devras disparaître à nouveau. C'est la règle. Les enfants nés un 29 février n'existent que cette journée-là. Si je ne te remets pas à ta place avant minuit, la malédiction retombera sur nous tous. Mason a essayé de la raisonner. Luke n'a pas lâché sa main. Papa l'implorait de ne pas tout gâcher, de se souvenir de tout ce qu'on venait de vivre. Mais la maladie a repris le dessus. Elle s'est levée, vacillante, déterminée. Il fallait retourner au sous-sol, protéger la famille contre la fausse fille. J'aurais pu m'enfuir, mes jambes me portaient à présent, mais j'ai vu son regard vers les couteaux. J'ai vu la peur sur les visages autour de moi. Alors je me suis levée moi aussi, j'ai acquiescé, assurée que j'avais compris. Encore une nuit dans la cave, et demain on parlerait. Le visage de maman s'est détendu, soulagé. Elle n'a jamais voulu me forcer. Je ne suis pas un monstre, disait-elle. Je suis juste une mère qui veut protéger ses enfants. J'étais différente, à part, et elle pensait que j'avais besoin d'une attention particulière. Le sous-sol, c'était pour mon bien, pour le nôtre. J'avançais vers la porte, chaque pas bien réfléchi. Mason a saisi mon bras, a secoué la tête, mais je lui ai soufflé que ça irait. Une nuit, juste le temps qu'elle se calme, que les médicaments fassent effet. Le lendemain, on retenterait. Il a fini par me lâcher, le cœur lourd. Arrivé devant la porte du sous-sol, je me suis tournée. Maman restait figée, les mains crispées, papa à côté, brisé, Luke qui pleurait encore, Mason les poings serrés. Ma famille, belle mais fracassée. J'ai dit à maman que je lui pardonnais. Le sous-sol, l'obscurité, toutes ces années de vide. J'avais compris qu'elle écoutait des voix menteuses, persuadée de bien faire. Son visage s'est défait, elle s'est précipitée pour me serrer contre elle, pour la toute première fois. Elle sentait le savon, la tristesse, et ses bras maigres d'oiseau m'ont entourée. Elle a glissé des excuses dans mes cheveux. « Pardon, pardon, pardon », répétait-elle sans fin. Lorsqu'elle s'est redressée, ses yeux étaient redevenus clairs. C'était elle, enfin elle, pas celle rongée par la maladie. Sa main a effleuré ma joue, puis elle a dit « Non, fini le sous-sol, fini les secrets. Tu es ma fille, Grace. Ta place est en haut. » L'horloge affichait 23h30. Il ne restait plus que 30 minutes du 29 février. De mon anniversaire, de ma vie, selon sa folie. Maman a regardé l'horloge, puis moi. J'ai vu que les voix hurlaient dans sa tête, mais elle a choisi de tourner le dos à la porte du sous-sol. À la place, tous les 5, nous sommes partis dans le salon. Sur le canapé, assis ensemble, presque comme une vraie famille. D'une main, maman me serrait, Mason m'attrapait l'autre. Papa a passé son bras autour d'elle. Luke s'est blotti contre moi. On fixait tous l'horloge en silence, à attendre. 23h45. Maman a refermé le poing. Les voix étaient de plus en plus insistantes, murmurait-elle, lui promettant des horreurs, lui demandant ce qui se passerait à minuit, comment la malédiction allait tous nous détruire, comment elle avait échoué à protéger ses vrais enfants de l'imposteur. 23h50. Elle s'est mise à trembler. Papa tentait de la calmer, mais elle s'est dégagée d'un geste brusque. Les médicaments ne servaient en plus à rien. 16 ans de délire, plus fort que quelques cachets avalés. Elle s'est levée, s'est mise à arpenter la pièce. Nous la suivions du regard, inquiets, prêts à la voir craquer à tout instant. 23h55. Elle s'arrête net, me fixe, les yeux fous, et souffle qu'elle est désolée, sincèrement désolée. Mais elle ne peut pas risquer la vie de ses autres enfants. Elle se précipite alors vers la cuisine, droit vers les couteaux. Mason bondit pour lui barrer la route. Papa le suit. Luke s'accroche à moi, tremblant. Moi, je reste là, figée, incapable de bouger, spectatrice impuissante alors que notre famille se brise une fois encore. Maman hurle, balance des histoires de malédiction et de protection. Papa la supplie d'avaler ses médicaments. Mason bloque encore le passage, la retient autant qu'il peut. 23h58. Elle réussit à s'échapper et au lieu de foncer vers la cuisine, elle court vers la porte d'entrée, qu'elle ouvre à toute volée avant de disparaître dans la nuit. On se précipite tous dehors, criant son prénom. Elle est là, plantée au milieu de la rue, les bras ouverts, les yeux levés vers le ciel. 23h59. Elle se retourne enfin vers nous. Son visage s'est apaisé. Enfin, elle assure que les voix lui ont révélé la vérité. La seule façon de briser la malédiction, c'est de disparaître elle. C'est moi le poison, pas toi. Sa maladie a volé 16 ans à une enfant innocente, transformé sa famille en cage. La malédiction, c'était elle, et elle savait comment l'arrêter. L'horloge entame minuit. Maman me sourit, m'appelle Grace, dit qu'elle m'aime. Puis elle s'élance, non pas le long du trottoir, mais tout droit, en direction de la Nationale, tout au bout du lotissement. Papa la poursuit, soudain incroyablement rapide malgré tout l'alcool. Mason attrape Luke et moi et nous retient de justesse. On entend un coup de frein, le cri de papa, puis le silence. Le 1er mars est là. J'existe encore. La malédiction s'est envolée, mais à un prix que personne n'aurait pu imaginer. Nous sommes restés là, sur le seuil, dans notre maison fracassée, à attendre les sirènes, attendre le retour de papa, attendre maman, tout en sachant qu'un seul allait revenir.
revenir. Mason m'a serré plus fort. Luke a enfoui son visage dans mon épaule. Je fixais la rue vide, en me demandant si ça, c'était la liberté ou simplement une nouvelle forme de prison. Si survivre voulait dire qu'il fallait laisser d'autres tomber. Si l'amour pouvait exister sans sacrifice. Les sirènes ont fini par arriver. Papa aussi, soutenu par les secours. Maman, elle, n'est pas revenue. Le bébé de l'année bissextile avait survécu à son 5e anniversaire, mais la famille qu'il avait cachée n'existait plus. À sa place, il y avait autre chose, de fragile, d'incertain, mais de vrai. Nous sommes entrés pour attendre la police, répondre à leurs questions, tenter d'imaginer la suite. 5 chaises autour de la table, mais plus que 4 personnes. La chaise vide nous fixait, accusatrice. C'était ça, le dernier cadeau de maman, sa dernière protection. Elle s'était effacée, nous laissant le soin d'inventer la suite. La police est arrivée quelques minutes plus tard, prudente, méthodique dans ses questions. Papa a expliqué l'essentiel. Mason est resté avec Luke et moi au salon. Les agents ont pris leurs notes, passé des appels et finalement emmené papa à l'hôpital. Procédure normale, disait-il, après une crise qui finit mal. Les services sociaux sont venus le lendemain matin. Une femme épuisée mais attentionnée s'est installée à la table, a posé ses questions sans brusquerie. Papa avait retrouvé assez de lucidité pour répondre. Mason a pris le relais quand il le fallait. Luke m'a tenu la main pendant tout l'entretien. Elle a parcouru mon acte de naissance, l'acte de décès que maman avait déposé, les vieux dossiers médicaux que papa avait retrouvés cachés dans une chemise. Elle a téléphoné, consulté ses supérieurs, pris des notes sur son ordinateur sans fin. L'après-midi même, elle avait réglé la tutelle d'urgence, les nouveaux rendez-vous médicaux et tout l'accompagnement dont on aurait besoin. Grace, quel drôle de prénom pour quelqu'un dont 16 ans de vie se sont passés à guetter le monde par la fente d'une porte. Maman changeait vraiment, entre les médicaments et l'angoisse de la date fatidique. Les semaines qui ont suivi sont devenues troubles, saturées de rendez-vous et de bouleversements. Les médecins n'en revenaient pas de mon état. Après 16 ans enfermés là-dessous, la dénutrition avait ralenti ma croissance, fragilisé mes os, atrophié mes muscles, 3 kinés par semaine, consultations, analyses révélant des carences qui prendraient des mois à soigner. Papa a vidé toutes les bouteilles de la maison, sans un mot, juste un matin, pendant qu'on prenait le petit déjeuner. Il avait pris l'habitude d'aller aux réunions du centre social, et maintenant il rentrait à la maison en sentant le café plutôt que le bourbon. Ses mains tremblaient encore quelques jours, mais il tenait bon. Mason avait repris le chemin de l'école, mais il avait du mal à se concentrer. Les profs nous envoyèrent des mots sur la chute de ses notes et son côté renfermé. Le soir, il venait s'installer dans ma chambre après le dîner pour m'aider avec les devoirs imposés par l'État. Mes 16 années d'école à la maison avaient-ils laissé des trous bizarres dans mes connaissances? Je savais décortiquer une œuvre littéraire, mais les bases des maths m'étaient totalement étrangères. Luke, à la surprise générale, s'est adapté le plus vite. Il a invité des copains à rencontrer sa nouvelle sœur et il leur racontait simplement « Elle a été malade, mais ça va mieux maintenant ». Les enfants ont accueilli ce petit mensonge bien plus facilement que n'auraient pu le faire les adultes. Il m'a appris les jeux de la cour dans le jardin, patient avec mes gestes maladroits. La maison était méconnaissable sans maman. Son absence pesait, palpable, comme un vide bien réel dans chaque pièce. Papa arrangeait ses affaires peu à peu, une boîte après l'autre, et certains jours il restait là, les yeux perdus sur une robe ou une photo, noyé dans ses souvenirs d'avant la maladie. Je tombais sur ses flacons de médicaments, cachés partout dans la maison, derrière des livres, dans des boîtes à chaussures, sous les lavabos, autant de preuves de sa lutte pour tenir bon face aux voix qui avaient eu le dernier mot. Papa avait tout balancé dans les toilettes, la mâchoire contractée entre la colère ancienne et le chagrin encore frais. Il m'a fallu du temps pour me remettre physiquement. D'abord réussir à aller jusqu'à la boîte aux lettres, sans m'arrêter, puis faire le tour du quartier. Mason ou papa marchaient toujours près de moi, prêts à me soutenir dès que mes jambes vacillaient. Les voisins nous observaient parfois, reconnaissant papa accompagné de ses fils et intrigués par cette fille pâle, raide, qui marchait comme une vieille dame. L'histoire officielle était simple. J'étais tombée gravement malade, hospitalisée pendant des années, mais j'étais assez remise pour rentrer chez moi. Les gens nous croyaient, l'idée inverse était simplement trop horrible à imaginer. Jamais on n'aurait pu croire que la gentille famille de la maison jaune aurait pu enfermer une enfant au sous-sol. Ça, c'est bon pour les films d'horreur. Quand l'été est arrivé, d'autres défis se sont pointés. Mes yeux ne supportaient pas la lumière du soleil, ma peau brûlait en quelques minutes. On a acheté des lunettes de soleil, des vêtements à manches longues, de la crème solaire ultra résistante. J'ai dû réapprendre à vivre en plein jour, morceau par morceau, comme un vampire à l'envers. Papa a trouvé du boulot dans un entrepôt, des horaires matinaux qui suffisaient à couvrir les frais essentiels. Il rentrait éreinté, mais sobre, et une fierté discrète avait remplacé la honte accumulée toutes ces années. Mason a bossé au supermarché pour économiser de quoi envisager la fac, ce qui lui semblait
C'était impensable auparavant. J'ai attaqué l'école en ligne grâce à un ordi portable fourni par l'État. L'écran me faisait mal aux yeux au début et, après des années de silence, cette pluie d'informations m'a submergée. Mais vite, apprendre est devenu ce que je préférais. À chaque leçon finie, je me prouvais que je n'étais pas juste un fantôme du sous-sol. La maison évoluait aussi. Papa repeignait les plafonds jaunis d'humidité, Mason réparait les marches qui grinçaient, Luc m'aidait à décorer ma chambre, la toute première chambre, la mienne. On a accroché des posters, ressorti des peluches oubliées, créé un cocon à Grace, plus à la fille d'en bas. Certaines nuits restaient dures. Il m'arrivait de me réveiller en criant, prisonnière des cauchemars de murs qui se rapprochent, d'obscurité éternelle. Papa me trouvait recroquevillée dans un coin, à compter des entailles invisibles sur des murs qui n'existaient plus. Il restait silencieux à mes côtés, jusqu'à ce que je retrouve mon souffle, patient, simplement là. Mason, lui, portait une culpabilité qui ne le quittait pas. 9 ans à savoir, à pouvoir me sortir de là. Ce poids lui donnait l'air plus vieux, plus las, et aucun mot ne pouvait le soulager vraiment. Certaines blessures ne se referment jamais tout à fait. Luc aussi faisait des cauchemars, toujours le sous-sol, les yeux fous de maman, la lame sous sa gorge. Il venait finir la nuit dans mon lit après ses mauvais rêves, cherchant à s'assurer que j'étais bien là. On inventait des histoires sur des familles normales, des vies tranquilles, des mères qui prenaient vraiment leurs médicaments. L'automne a amené de nouveaux casse-têtes, dossiers d'inscription pour l'école, carnet de vaccination manquant, numéro de sécu soi-disant décédé. Papa passait des heures au téléphone, remplissait une tonne de papier, prouvait vaille que j'existais dans un système administratif d'une lenteur invraisemblable. Le sous-sol, lui, restait clos. Papa l'avait barricadé le lendemain de la mort de maman, et il était formel. Personne n'y entrait. Mais je sentais toujours sa présence sous mes pieds, chargée de 16 ans de griffures et de noirceur. Parfois, l'envie de redescendre me prenait pour compter les marques, me rappeler, être sûr que tout était vraiment arrivé. Mason m'a surprise une fois, debout devant la porte, un marteau à la main. Il n'a rien dit, m'a juste pris l'outil et proposé d'aller marcher à la place. On a fait 3 rues avant que mes jambes lâchent, mais c'était un progrès. À ce stade, tout était un progrès, puisque tout devait recommencer de zéro. Papa a intégré un groupe de soutien au centre communal. Il ne racontait jamais ce qui se disait là-bas, mais il revenait visiblement soulagé, comme débarrassé d'un fardeau invisible. Les rides au coin de ses yeux s'atténuaient peu à peu. Il a recommencé à cuisiner, à ressortir des recettes d'avant la maladie de maman, d'avant que tout ne s'effondre. Puis, l'hiver est arrivé, avec ses nouvelles peurs. La nuit tombait tôt, trop longue, trop familière, trop semblable à celle du sous-sol. On a mis des guirlandes partout et gardé toutes les lumières allumées. La facture d'électricité a triplé, mais papa n'a rien dit. La lumière, c'était devenu notre remède. En décembre, j'ai eu 17 ans. Mon tout premier anniversaire qui tombait un 29 décembre, pas en février. Papa avait fait un gâteau, Mason accrochait des guirlandes, Luc invitait ses copains, une vraie fête d'ado, pour une fille qui ne l'avait jamais vraiment été. Quand tout le monde a chanté joyeux anniversaire, j'ai pleuré pour tout ce que j'avais perdu et tout ce qu'il me restait à vivre. La psy disait qu'après un traumatisme, la guérison n'est jamais linéaire. Il y a de bons jours et d'autres moins bons. C'est normal. La reconstruction se fait en spirale, jamais en ligne droite. Elle m'a transmis des astuces pour tenir le coup, des techniques pour garder les pieds sur terre, pour trouver ma place dans ce monde qui continuait de me sembler trop vaste, trop éclatant, trop bruyant. Contre toute attente, Mason a décroché son bac avec mention. À la remise des diplômes, papa a fondu en larmes, submergeant sa tristesse par une fierté éphémère. Au concert de Noël, Luc a chanté d'une voix claire et assurée. Entre eux, dans la salle, j'admirais ce sentiment de normalité devenu si précieux. Cette année-là, on a accueilli Noël timidement. Un petit sapin décoré, des chaussettes accrochées. On essayait d'imiter les familles ordinaires. Pendant les réunions de famille, autrefois orchestrées par maman, papa restait sobre. Les proches demandèrent de ses nouvelles à voix basse. On murmurait « crise cardiaque ». C'était soudain, tragique, et tellement plus facile à dire que la vérité. En janvier, Mason s'est plongé dans ses dossiers universitaires. Il avait choisi l'ingénierie, un choix concret, prometteur. Il écrivait ses lettres de motivation sur la table de la cuisine, me sollicitant pour l'aider à choisir certains mots. J'aidais du mieux que je pouvais, fière du frère qui avait tout risqué pour me tirer d'affaire. Ma rééducation m'a menée jusqu'à l'abonnement à une salle de sport. Tapis roulant, machine de muscu. Je reconstruisais mes forces, pas après pas. Les autres adhérents évitèrent la fille maigre qui avançait avec tant de prudence, mais ça m'était égal. Être invisible me rassurait bien plus que d'attirer les regards. Au groupe de parole, papa a rencontré Vicky, une veuve dont le mari avait succombé au cancer. Elle est venue dîner un soir, discrète et attentive. Luc a monopolisé la conversation, tandis que Mason et moi observions notre père sourire comme on ne l'avait plus vu depuis longtemps. Février approchait, accompagné de cette angoisse familière. Mon corps s'en souvenait même si ma tête voulait oublier. Le 28 s'est refermé sur moi,
comme des murs invisibles, avec cette obscurité qui pesait sur mes paupières. Vers 3 heures du matin, papa m'a trouvé dans la salle de bain, griffant les carreaux, comptant jusqu'à 1461. Mais le 29 février n'est jamais arrivé. Pas d'année bissextile cette fois. C'était le 1er mars, depuis 4 ans, où je n'avais pas à survivre, juste à être là. Papa a tout de même préparé des crêpes, une nouvelle tradition pour marquer ces jours ordinaires qui comptent tant, depuis qu'on en a perdu trop. Le printemps a ramené de vraies avancées. J'ai eu mon bac du premier coup. Mason a décroché une place à la fac d'État grâce à une bourse partielle. Luc, lui, a intégré l'équipe de baseball. Papa et Vicky se rapprochaient, doucement, sur la pointe des pieds. La vie se reconstruisait, une petite victoire après l'autre. La porte du sous-sol est restée fermée. Parfois, je parvenais à oublier son existence. D'autres fois, elle me fascinait comme un aimant. Mais je restais là-haut, là où il y a de la lumière, là où on se retrouve, là où chaque jour, Grace apprend à exister, pas seulement les années bissextiles. 1 an après la mort de maman, on a organisé une petite cérémonie, pas pour commémorer la femme qui m'avait enfermée, mais pour celle qu'elle était avant que la maladie ne l'emporte. Papa a replongé dans leurs premiers souvenirs, Mason a évoqué les chansons du soir, Luc a parlé des cookies et des câlins. Moi, je me contentais d'écouter, d'essayer de découvrir cette inconnue qui avait tant marqué ma vie par son absence. Manger une pizza assis par terre n'a rien à voir avec 16 ans à engloutir ses repas à travers une fente. Aujourd'hui, Grace profite vraiment de la vie. Si tu es allé jusqu'au bout, écris un commentaire. J'adore découvrir vos messages.